Ce que nous appelons la réalité est un certain rapport entre ces sensations et ces souvenirs qui nous entourent simultanément. Rapport que supprime une simple vision cinématographique, laquelle s'éloigne par là d'autant plus du vrai qu'elle prétend se borner à lui. Rapport unique que l'écrivain doit retrouver pour en enchaîner à jamais dans sa phrase les deux termes différents. On peut faire se succéder indéfiniment dans une description les objets qui figuraient dans le lieu décrit. La vérité ne commencera qu'au moment où l'écrivain prendra deux objets différents, posera leur rapport, analogue dans le monde de l'art à celui qu'est le rapport unique de la loi causale dans le monde de la science, et les enfermera dans les anneaux nécessaires d'un beau style. Même ainsi que la vie, quand en rapprochant une qualité commune à deux sensations, il dégagera leur essence commune en les réunissant l'une et l'autre pour les soustraire aux contingences du temps dans une métaphore. La nature ne m'avait-elle pas mis elle-même à ce point de vue sur la voie de l'art ? N'était-elle pas commencement d'art elle-même, elle qui ne m'avait permis de connaître, souvent longtemps après, la beauté d'une chose que dans une autre ? Midi à Combray, que dans le bruit de ses cloches, les matinées de Doncières, que dans les hoquets de notre calorifère à eau. Le rapport peut être peu intéressant, les objets médiocres, le style mauvais, mais tant qu'il n'y a pas eu cela, il n'y a rien. Mais il y avait plus. Si la réalité... Mais il y avait... Ah putain, ça pompe. Mais il y avait plus. Si la réalité était cette espèce de déchet de l'expérience, à peu près identique pour chacun, parce que quand nous disons un mauvais temps, une guerre, une station de voiture, un restaurant éclairé, un jardin en fleurs, tout le monde sait ce que nous voulons dire. Si la réalité était cela, sans doute une sorte de film cinématographique de ces choses suffirait, et le style, la littérature qui s'écarterait de leurs simples données, serait un hors-d'œuvre artificiel, mais était-ce bien cela, la réalité ? Si j'essayais de me rendre compte de ce qui se passe en effet au moment où une chose nous fait une certaine impression, soit comme ce jour où, en passant sur le pont de la Vivonne, l'ombre d'un nuage sur l'eau m'avait fait crier « Zut alors !» en sautant de joie, soit qu'écoutant une phrase de Bergotte, tout ce que j'eusse vu de mon impression, c'est ceci qui ne lui convient pas spécialement, c'est admirable, soit qu'irrité d'un mauvais procédé, Bloch prononça ces mots qui ne convenaient pas du tout à une aventure si vulgaire, qu'on agisse ainsi, je trouve cela tout de même fantastique, soit quand, flatté d'être bien reçu chez les Guermantes, et d'ailleurs un peu grisé par leur vin, je ne pouvais m'empêcher de dire à mi-voix, seul en les quittant, ce sont tout de même des êtres exquis avec qui il serait doux de passer la vie. Je m'apercevais que ce livre essentiel, le seul livre vrai, un grand écrivain n'a pas, dans le sens courant, à l'inventer, puisqu'il existe déjà en chacun de nous, mais à le traduire. Le devoir et la tâche d'un écrivain sont ceux d'un traducteur. Or si, quand il s'agit du langage inexact de l'amour-propre, par exemple, le redressement de l'oblique discours intérieur qui va s'éloignant de plus en plus de l'impression première et centrale jusqu'à ce qu'il se confonde avec la droite qui aurait dû partir de l'impression, si ce redressement est chose malaisée contre quoi boude notre paresse, il est d'autres cas. Celui où il s'agit de l'amour, par exemple, où ce même redressement devient douloureux. Toutes nos feintes indifférences, toute notre indignation contre nous-mêmes, en un mot tout ce que nous n'avons cessé, chaque fois que nous étions malheureux ou trahis, non seulement de dire à l'être aimé, mais quelquefois à haute voix dans le silence de notre chambre, troublés par quelque... Non, vraiment, de tels procédés sont intolérables, et j'ai voulu te recevoir une dernière fois, et je ne nierai pas que cela me fasse de la peine,
Ramener tout cela à la vérité ressentie dont cela s'était tant écarté, c'est abolir tout ce à quoi nous tenions le plus, ce qui a fait, seul à seul avec nous-mêmes, dans des projets fiévreux de lettres et de démarches, notre entretien passionné avec nous-mêmes. Même dans les joies artistiques, qu'on recherche pourtant en vue de l'impression qu'elles donnent, nous nous arrangeons le plus vite possible à laisser de côté comme inexprimable ce qui est précisément cette impression même, et à nous attacher à ce qui nous permet d'en éprouver le plaisir sans le connaître jusqu'au fond, et de croire le communiquer à d'autres amateurs avec qui la conversation sera possible parce que nous leur parlerons d'une chose qui est la même pour eux et pour nous, la racine personnelle de notre propre impression étant supprimée. Dans les moments mêmes où nous sommes les spectateurs les plus désintéressés de la nature, de la société, de l'amour, de l'art lui-même, comme toute impression est double, à demi engainée dans l'objet, prolongée en nous-mêmes par une autre moitié que seuls nous pourrions connaître, nous nous empressons de négliger celle-là, c'est-à-dire la seule à laquelle nous devrions nous attacher. Et nous ne tenons compte que de l'autre moitié qui, ne pouvant pas être approfondie parce qu'elle est extérieure, ne sera cause pour nous d'aucune fatigue. Le petit sillon que la vue d'une aubépine ou d'une église a creusé en nous, nous trouvons trop difficile de tâcher de l'apercevoir. Mais nous rejouons la symphonie, nous retournons voir l'église, jusqu'à ce que, dans cette fuite loin de notre propre vie que nous n'avons pas le courage de regarder et qui s'appelle l'érudition, nous les connaissions aussi bien de la même manière que le plus savant amateur de musique ou d'archéologie. Deux pages, évidemment du temps retrouvé. Toujours cette sensation, quand on arrive là, qu'on flotte, qu'on ne peut pas tout comprendre, et qu'en même temps, tout ce qu'on a lu nous a préparé à dialoguer avec ces choses fugitives, impalpables, mais qui concernent tellement près, non pas la réalité, mais l'impossible de notre rapport à la réalité. Et peut-être ces chroniques, elles pourraient prendre un autre sens, c'est-à-dire non pas suivre Proust chronologiquement, linéairement, on a déjà rompu avec ça, mais finalement prendre tout de suite un pied dans le temps retrouvé, à partir duquel on vient chercher les morceaux avant, pour simplement essayer de tenir là, dans cet impalpable. La question du film cinématographique. Et comme ça ne lui convient pas à Marcel Proust en 1920.